Voilà, nous allons reprendre avec cette seconde table ronde sur les mineurs et la radicalisation, qui sera plus une table ronde qui traitera du traitement judiciaire et de la prise en charge éducative, mais aussi qui, à partir d'analyse de dossiers au pénal et en assistance éducative, permettra de tenter d'approcher les motivations de ces jeunes filles. Trois intervenants pour cette table ronde. Madame Taïd Jamila, qui est éducatrice à l'UMO de Vitry, à l'UMO de Villeneuve-Saint-Georges, et actuellement responsable d'une unité éducative d'hébergement diversifié modulaire à Aubervilliers. Bertrand Mazabrot, qui est magistrat, qui a été juge des enfants, entre autres, à Paris, qui est actuellement à l'ENM, formation continue, et qui a un bagage universitaire assez chargé, docteur en droit privé, docteur en histoire de la philosophie, qui enseigne la philosophie politique, voilà. Et enfin, nous avons Ariel Planex, qui est anthropologue, qui est spécialiste notamment de l'Afrique du Nord, de l'islam et des questions sociales et identitaires, et qui est actuellement assistant spécialisé radicalisation violente au sein du département antiterroriste du parquet général. Et c'est lui qui va commencer par donc son intervention, cette table ronde. Bonjour. Bon, j'étais assez content d'entendre les interventions précédentes, rassuré à la fois d'y retrouver beaucoup de mes propres conclusions et analyses. C'est pas mal de ne pas avoir 36 diagnostics différents, et intéressé à ne pas tout y retrouver non plus. Je vais vous présenter, dans la mesure où toutes ces enquêtes ont des biais et des limites évidentes, et qu'il ne s'agit pas tant de définir une vérité définitive que d'essayer de contribuer à la connaissance d'un phénomène social complexe et assez inquiétant. La façon dont moi j'ai travaillé sur ce sujet. Je suis assistant au parquet général, ce qui veut dire qu'on a l'ensemble des affaires terroristes signalées sur le territoire français, et j'ai mené au début de mon arrivée là-bas une enquête dite systémique sur le phénomène de radicalisation des mineurs signalés pour AMT, c'est-à-dire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas les cas d'apologie, nous n'avons pas des signalements erratiques et vite balayés, nous n'avons personne qui nous arrive simplement pour avoir porté un voile, mais exclusivement pour être parti, avoir tenté de partir sur zone, ou avoir rassemblé suffisamment d'éléments matériels caractérisant une tentative d'attentat ou un projet d'attentat en groupe. Et ça colore une partie des différences que l'on peut parfois relever entre les discours de Laurent Bonelli, par exemple, et les miens, ou d'autres. Moi, j'ai très peu de bons élèves. C'est rarement des problèmes scolaires. En revanche, il y a un certain nombre de profils qui ne sont pas des profils types, qui ne définissent pas, qui n'enferment pas les gens dans des catégories ni dans quelque chose d'irréversible, et qui sont plutôt une aide. C'est-à-dire que moi, qui suis anthropologue, je suis excessivement relativiste. J'étais assez surpris de découvrir qu'on pouvait identifier des situations récurrentes, très identifiables, et qui ont l'aspect rassurant de pouvoir prévenir en amont, et notamment dans les cas de minorité, des passages à l'acte actif et d'y répondre. Le public mineur a ceci d'intéressant, qu'il n'est pas encore tout à fait enfermé dans une carrière terroriste qui est beaucoup plus difficile à démêler, ou dont ce qu'on appelle le désengagement de la violence est plus difficile à construire une fois que la détention s'est établie durablement, que l'ensemble de la socialisation s'est faite sur ce plan, etc. Les mineurs sont encore tout à fait récupérables, comme dit ce vocabulaire auquel je suis un peu confronté dans cette institution, et par la matière terroriste.
On a travaillé sur tous les dossiers de mineurs signalés, donc 69 à l'époque, j'ai terminé l'enquête en l'été 2007, il s'en est ajouté depuis régulièrement, et tous les dossiers qui nous parviennent, je les soumets à la même grille de lecture et d'analyse pour vérifier si le modèle correspond, et pour l'instant je n'ai aucun contre-exemple. Parler des différences sociologiques, elles sont justes. Il n'y a pas, la question n'est pas liée à tout à fait au degré, disons, d'intégration professionnelle des parents, ni à la provenance des parents ou des grands-parents. Il ne s'agit pas de maghrébins ou de blancs. On s'est étonné dans la presse à une époque que des jeunes mineurs, c'était le cas notamment d'Abdelmalik Petitjean ou d'Adel Kermiche, puissent quitter un pavillon confortable, une vie en apparence tout à fait satisfaisante, pour se livrer à un désir de meurtre au nom d'une idéologie qui leur est tout à fait étrangère, très éloignée. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais tout à fait de situation satisfaisante derrière les passages à l'acte de cette violence-là. Et les formes de violence, en revanche, apparaissent moins prégnantes, et notamment dans la matière terroriste, au titre de justification ou d'explication d'une entrée dans le passage à l'acte extrêmement violent. Pour le dire autrement, on peut être bouddhiste, athée, juif, ça n'a aucune espèce d'importance pour caractériser l'entrée dans le processus djihadiste. De la même façon que la pauvreté n'est pas du tout, ou la misère, un élément déterminant. En revanche, il y a dans les profils, puisque c'est le thème aujourd'hui, entre hommes et femmes, des différences assez significatives. Alors, pour vous donner tout de suite la conclusion de cette enquête, elle est simple, elle vous surprendra, à mon avis, pas trop. Elle est le produit de la combinaison entre le cumul d'un grand nombre de violences diverses et la fonction sociale que cette idéologie religieuse permet, ce qui a été exposé tout à fait justement par Laurent Bonelli un petit peu avant. Alors je vais le détailler. L'élément important de cette phrase, c'est cumul. C'est pas parce que vous avez été violé que vous rentrez dans un processus, que vous adoptez le voile pour protéger votre pudeur. C'est parce que vous avez été violé plusieurs fois et ignoré dans les signalements pour viol. Et que non seulement vous avez été violé, mais en plus votre père est mort et que vous avez assisté au meurtre de votre petite amie. Ça fait une situation d'urgence particulière qui crée, pour ce public mineur, fragile et inscrit dans des modalités adolescentes dont vous êtes familier, une situation d'exception tout à fait détectable, par un enfermement catégoriel, et qui est en revanche un signal gravissime d'un risque de récupération par le discours djihadiste, dont je vous exposerai certains éléments et qui entrent en résonance parfaite avec ces parcours et cette violence. Chez les hommes, pour le dire brièvement, mineurs, les questions, alors les violences sont connues, hein, violences familiales, alors l'absence du père est quelque chose d'assez systématique. Je tiens à préciser que le père n'est jamais absent, hein. Il est ou mort, ou parti, ou démissionnaire, ou refusant. C'est très important de nommer l'absence. L'absence, ça sert à ne rien dire et ça ne permet pas à l'enfant d'avoir une histoire propre de cette absence du père. Elle a beaucoup de configurations différentes et elle permet parfois de mobiliser ou de remobiliser le père et de changer énormément de choses dans l'investissement ou l'engagement djihadiste du jeune homme ou de la jeune femme. C'est essentiellement vrai pour les jeunes hommes. Les femmes ont des pères, mais des pères qui ont des profils variés, évidemment dans des rapports d'extrême conflit. Violence familiale, par exemple, beaucoup de mères qu'on appelle pour des djihadistes plus avancés, mères dévorantes, c'est-à-dire qui enferment complètement leur enfant sous une espèce de coupe affective qui les bride, qui les couvre d'une immaturité dans laquelle le recours au départ sur zone ou l'adoption d'une posture de guerrier djihadiste permet l'accès en effet à une sexualité, à un mariage, à une mise à distance. Bon, pour les hommes, ça s'inscrit beaucoup dans ce schéma-ci. Vous avez des violences psychiques, j'ai vu
jeune homme condamné à 5 ans pour AMT et qui a été diagnostiqué en détention comme schizophrène. Le besoin d'expertise est heureusement plus important et plus nourri dans les cas de mineurs que dans les cas de personnes majeures. Il reste encore que la forme de l'expertise pourrait gagner un petit peu en moyens. 2 heures ou 4 heures, c'est pas suffisant pour accéder à la parole du trauma dans des conditions comme celle-ci, dans lesquelles la détention, le fait d'être pris dans le processus policier, etc., vient ajouter à une méfiance raisonnable, d'autant que ça s'inscrit sur un passif de violence institutionnelle, des formes génériques, pour le dire rapidement, ça pourrait être détaillé. On a plutôt des profils de jeunes personnes pour qui l'école est une menace constante, pour qui la famille est un foyer d'incertitude, sinon de violence grave, et qui peinent à se faire entendre, aussi bien dans les CMP, centres médico-psychologiques. J'ai vu une jeune fille être atteinte d'un cancer des os depuis l'âge de 3 ans, se plaindre de douleurs jusqu'à l'âge de 11 ans, être traitée de menteuse et passer en hôpital, n'est pas prise en compte. On ne diagnostique pas son cancer, il a été seulement à 11 ans. Comme elle se plaint sans cesse, ajouter qu'elle avait un bec de lièvre, un zozotement qui donc nourrit une exclusion depuis l'enfance, que le père est absent et que la mère est elle-même en grande difficulté. La psychologue en CMP lui reproche de sentir l'urine puisqu'elle a développé de l'encoprésie et de l'énurésie. À 12 ans, elle sexualise son corps, envoie des photos d'elle nue à des djihadistes en Égypte ou en Irak qui la sollicitent. On est dans un taux de faible radicalisation. Ça n'est pas dangereux, c'est dangereux pour elle, ça n'est pas dangereux pour la société, comme on dit. J'insiste sur cette distinction entre radicalisation et radicalisation violente. Je ne m'occupe que de la radicalisation violente. Mais ça dit un petit peu du processus de cette violence institutionnelle et de la défiance qui va se nourrir à travers toute représentation institutionnelle future. Là-dedans, la justice est à peu près la dernière représentation institutionnelle et donc elle a un rôle particulier à jouer. Et à ce titre, l'institution judiciaire est en charge de la jeunesse et de la famille, a la chance d'avoir cette double capacité d'intervention et sur le milieu familial et sur la qualité de la réponse institutionnelle, dans la diversité, dans l'attention possible à la réparation ou à la prise en charge des traumas qui mènent ensuite vers une situation de dangerosité. En clair, ce n'est pas un propos moral que je fais, il ne s'agit pas de dire que tout le monde n'est que victime, j'illustrerai après la question de la dangerosité. En revanche, je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'engagement djihadiste, particulièrement sur un passif de trauma, et sortir de la dangerosité si on ne prend pas en compte séparément, distinctement, également ces dynamiques-là. Violence corporelle plus classique, mais je l'illustrais par la maladie, les conflits à la sexualité évoqués un petit peu avant, alors 3 types, trop peu et homosexualité. Beaucoup de jeunes gens engagés dans des cercles djihadistes le sont parce qu'ils sont homosexuels, qu'ils ne peuvent absolument pas le vivre ou le faire valoir, et que vivre qu'avec des cercles d'hommes et une pratique religieuse extrêmement assidue vous permet de gérer vos pulsions, de sublimer et en même temps d'avoir accès au corps masculin tout en ayant un rapport de déguisement, parce que le camis, à plus forte raison, dans le rapport adolescent, a quelque chose de l'ordre du déguisement. Ça vaut un habit de ninja, un bombers de skinhead, etc. Bon, mais pour en venir au sujet que sont les femmes ont moins ce problème que essentiellement l'absence du père, la violence familiale et les traumas sexuels. J'insiste, les traumas sexuels sont extraordinairement majoritaires. Extraordinairement et généralement non pris en compte ou abrités au sein de l'institution. Alors je vais l'illustrer tout de suite. Le cas qui a été nommé tout à l'heure par Léa Calahorra, Laura. Laura j'aime bien parce que la façon dont les djihadistes en détention s'expriment vont également, on le sait, dans la logique d'enquête, et vous prendre également comme interlocuteur, essayer d'enjoliver quelque chose, donner à voir quelque chose qu'elles ont plutôt envie de défendre. Il est excessivement difficile d'avouer toutes ces faiblesses à l'âge adulte, quel que soit le contexte. Pour des mineurs, c'est encore plus raisonnable. Laura a été violée à l'âge de 12 ans.
Sa mère est seule, elle vit dans un 15 mètres carrés avec plusieurs chats et chiens, sa fille est asthmatique, il y a une forme de maltraitance éducative au long cours, et sa mère ne la croit pas quand elle lui signale le viol. Elle est agressée sexuellement par un voisin. Elle porte plainte à la police, ça n'est pas pris en compte. Elle se prostitue pendant 2 ans dans des halls d'immeubles et dans des voitures. Elle est récupérée, elle est signalée à ce moment-là, récupérée par l'ASE, placée dans un foyer où elle subit une agression sexuelle. Donc évidemment, quand elle rencontre à 15 ans un jeune homme qui lui dit, il ne lui parle pas d'islam tout de suite, il lui dit « mais moi je suis musulman, mais tu fais ce que tu veux », et il lui dit « moi je te respecte, on fera l'amour quand tu voudras, on n'est pas obligé ». Et elle déclare « moi avec l'islam », elle ne comprend pas la différence entre islam et djihadisme, elle n'a pas la moindre idée de ce que sont que les 5 piliers, elle déclare j'ai appris à me respecter en tant que femme avec l'islam. Il y a donc un travail évident de déconstruction qui n'est pas tellement celui de l'islam ou de l'encadrement culturel, ni même du port du voile, qui est celui de la capacité à renouer un dialogue institutionnel autour de la verbalisation des traumas, de la réparation familiale, etc. etc. Et j'entends bien les limites de la justice dans cet accès-là. Alors, je vais vous faire un bréviaire très rapide parce que le temps est limité, mais ça va illustrer de manière un peu dense la question. Estelle, abandonnée par ses parents, recueillie par ses grands-parents avec son frère aîné, grand-père alcoolique et violent, grand-mère malade, décrite comme suicidaire et anorexique, revient vivre chez sa mère en 2006, suivie en assistance éducative à la suite de violences de sa mère sur elle, se radicalise au départ de la maison de son frère aîné. Elle a 13 ans. Elle déclare « C'est cette religion qui m'a sauvée car j'ai envie de me suicider ». Porte une tenue complète, gants, gilbab, etc., etc. Elle va se marier sur zone avec un djihadiste. Charlotte part vivre chez son père après un conflit avec sa mère à l'âge de 10 ans. Son père la viole de ses 12 à 16 ans, devenue aide-soignant, elle se convertit. À 20 ans, elle part sur zone, elle se marie avec un djihadiste, elle a un enfant, elle n'est pas revenue, ce qui veut dire qu'elle est morte, elle n'est pas dans la liste de ceux qui reviennent. Elle refusait de porter plainte contre son père, disant « Dieu seul juge ». Emma, dont le père est mort d'un anévrisme dans ses bras quand elle avait 9 ans et dont la mère est alcoolique et violente, souhaitait le rejoindre et partir en Syrie pour mourir en martyr. Elle s'associe avec une femme qui va faire une tentative de suicide, qui est dépressive. Son père lui porte absolument aucun intérêt. On n'a pas de visibilité sur des traumas autres parce que ça n'a pas été enquêté d'abord. Elle est placée sous contrôle judiciaire. Elle sort, elle refait une tentative d'attentat. Elle est en lien, et alors je le redirai, quand on dit elle se radicalise, non, elle ne se radicalise pas, elle se radicalise avec des gens. Un djihadiste seul, ça n'existe pas. Un djihadiste, c'est un groupe de personnes qui s'organisent pour un projet collectif. Un individu ne trouve sa place que spécifiquement parce qu'il rejoint un ensemble qui lui apporte du sens, un projet, une organisation, un soutien, éventuellement une sexualité plus ou moins saine, hein, soyons clairs, mais voilà. Et donc elle s'associe à quelqu'un. Il se trouve que la sœur de celle avec qui elle s'associe, 2 ans après, va également former un projet d'attentat avec le frère de celui qui a financé la tentative de départ de la première, et cette sœur s'associe avec une jeune fille qui a exactement le même profil que Emma. Inès, tentative de viol à 15 ans, se concentre sur la religion musulmane, mais se scarifie les bras, se croit possédée par un djinn, c'est-à-dire un esprit malin, fait un projet de départ avec un inconnu rencontré en ligne, qui est mort sur zone, donc elle décide de se suicider, puis finalement elle rencontre quelqu'un d'autre qui lui paraît pas fiable, et elle forme un projet d'attentat contre la Tour Eiffel, mais elle a besoin de sa copine, parce qu'elle dit, texto, elle a peur toute seule. Elle a peur dans la nuit et elle a peur toute seule. Sabrina connaît un viol à 13 ans, porte le voile à 16, donne naissance à un fils à 18 avec un djihadiste et rejoint sur zone, ne revient pas. Enfin, une intéressante, Maeva, présente un abandon du père, militaire ayant combattu en Bosnie, beau-père violent, alors c'est peut-être la même que chez Laurent, elle est logée chez une grand-mère qui finalement s'en lasse et qui la rejette. Elle est logée chez une autre grand-mère, elle passe entre-temps 1 an chez une amie à l'âge de 15 ans. L'autre grand-mère, enfin, prend soin d'elle. Elle dira « Toute ma vie, j'ai recherché mon père ». Et effectivement, elle s'engage de manière miroir dans un combat militaire inverse. Mais ce que je veux illustrer, c'est que cette jeune femme est néanmoins, avec toute sa violence, d'une dangerosité absolue et certaine. Elle est partie sur zone, elle a vécu à Alep, à Manbij, à Abbassine. Elle a bougé de ville en fonction des bombardements. Elle s'est mariée avec 2 personnes différentes.
Et elle reconnaissait savoir manipuler une Kalachnikov, etc. Et elle a fini par rentrer et elle a fait 2 tentatives de suicide en détention, s'y radicalise à nouveau, a épousé un autre djihadiste et toujours dans des processus de radicalisation, comme on les nomme un petit peu pudiquement. Un autre cas, c'est un peu de temps encore, alors pour dire simplement cette dangerosité, elle ne repose pas que sur la volonté ou même sur la parole de ces jeunes filles. D'abord, l'enjeu de dissimulation, on peut railler l'usage qu'on fait un petit peu facile de la taqiyya, qui d'ailleurs l'origine théologique n'a aucun lien avec ce qu'en font les djihadistes actuels. C'est un concept chiite, c'est plutôt drôle. Mais en revanche, pour des adolescents, c'est un jeu opérationnel de dissimulation qui marche très bien. J'ai vu une jeune fille dissimuler pendant 1 an en CEF le maintien de son adhésion à l'idéologie. Au bout d'1 an, on laisse traîner un téléphone et la première chose qu'elle fait, c'est recontacter Rachid Kassim, recruteur. Alors c'est pareil. Je crois qu'il y a un système interactionnel, comme on dit, entre le désir de ces jeunes femmes d'échapper à leur situation, et qui paraît assez légitime, mais qui trouve de mauvaises réponses, et l'opportunisme de recruteurs qui sont mus par une idéologie excessivement violente et destructrice, et qui ont besoin de cette chair à canon, et qui en font un usage tout à fait immodéré. Et donc qui vont les chercher. Rachid Kassim envoie des centaines de messages par jour à ces personnes, et c'est le principe de la NAS. Qui répond est disponible pour cet échange. Et c'est là que la difficulté intervient, c'est que le discours qu'on leur tient est un discours que nous ne leur tenons pas. Qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes hommes ou aux jeunes femmes? Mais en fait, tu souffres, c'est normal, c'est bien, sois reconnaissante. La terre est un territoire corrompu. La terre, c'est un lieu d'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui seront sauvés dans la vraie vie, celle d'après. C'est un discours que toutes les religions partagent, un discours tout à fait recevable, d'une certaine façon. L'absolutisme l'est beaucoup moins, évidemment, il s'explique par l'urgence de recourir au discours théologique. Mais on leur explique qu'elles sont sauvées et qu'elles sont sur la bonne voie. Elles sont sur le chemin d'Allah, tout va très bien. Qu'est-ce qu'elles ont de la chance d'avoir souffert comme elles ont souffert. Et maintenant, elles vont pouvoir enfin accéder aux choses. Mais il reste 2-3 petites choses. Il faut qu'elles fassent allégeance quand même à Daesh, qu'elles se financent. Alors on va leur envoyer de l'argent, pas de problème. Et là, on trouve des gens en France qui vont réunir de l'argent, qui font des braquages licites, qu'on appelle la ranima, pour accumuler du butin, qui leur permet, sous le sceau d'Allah, de pratiquer du vol et de financer des gens pour les envoyer au départ. Et vous remarquerez que ceux qu'on envoie sont généralement les plus faibles et les plus influençables et fragiles. Les autres restent ici et organisent et se donnent une position différente. On n'en fait pas des gens moins dangereux, mais des gens qui prennent moins de risques. Et ce discours fonctionne. Le but ultime de tout ça, quand vous êtes djihadiste, et vous accumulez des hasanats. Les hasanats, c'est des bons points. Alors, c'est le djihadisme pour les nuls, c'est tout à fait mis à la portée de tout le monde. L'intérêt d'Internet, c'est qu'on ne vous contredit pas. Ah, vous ne connaissez pas les 5 piliers de l'islam, c'est pas grave, vous faites de bons efforts. Nous, on est là pour vous apprendre. Personne n'a réussi du premier coup. Donc à l'école, vous avez 0 dans toutes les matières. Sur Internet, tout ce que vous faites est bien. Il va de soi que personne ne vous apporte la contradiction. Et là-dessus, personne n'a de visibilité. On apprend à tout le monde de ne pas avoir, enfin sauf les cyber-patrouilleurs, mais on apprend aux enfants à se méfier des gens qui vous donnent des bonbons, mais ils peuvent passer 10 heures par jour enfermés devant Internet à consulter des vidéos de décapitation et à être en contact avec parmi les criminels internationaux les plus présents. Ce pourquoi la dimension de l'AMT pour les mineurs a une forme de prévention du passage à l'acte qui est très intéressante. J'ajouterais, avant d'aller vers la fin, qu'une des cibles majeures de ces 2 dernières années, c'était les écoles et les crèches, pour surpasser la dimension de stupeur du Bataclan, réussir un coup un petit peu plus grand. La chance que nous avons, d'une certaine façon, c'est que ces adolescents ont une culture ridicule, à la fois de la société, de la géopolitique et de la religion, et donc ont du mal à définir des cibles. Je veux dire, quand les personnes qui ont posé les bonbonnes de gaz l'ont fait devant Notre-Dame, elles visent un objectif symbolique qu'elles peuvent reconnaître par rapport à une connaissance touristique de Paris en tant que banlieusarde. Elles n'identifient pas qu'il y a la préfecture de police de Paris qui est juste en face et que d'un point de vue stratégique, ce serait beaucoup plus percutant, ce que des Basques ou des Corses auraient fait par exemple. Je voudrais vous donner un mot des parentalités islamistes en 2 minutes.
3 personnes, bon, des anciens inscrits dans les filières dites bosniaques, du Rhône, etc., ont des familles qui sont parties tout entières avec des enfants mineurs sur zone. Et l'avenir, pour le dire de manière un peu plus courte, l'avenir de ces mineurs radicalisés ou judiciarisés pour AMT, qu'elles le soient parce que leurs parents les ont engagés dans des processus djihadiques et que par loyauté familiale, elles s'y prêtent tout en apprenant à feindre tout à fait la tristesse en cas d'arrestation, elles ont on leur apprend à réclamer le besoin de parents, etc., etc. Donc il faut ne pas être dupe de cette présentation. L'avenir de ces jeunes femmes, quand elles mûrissent, quand elles survivent et qu'elles arrivent à 20 ans, 23 ans, 24 ans, elles n'ont qu'une seule obsession, c'est se marier, avoir des enfants et finir martyrs tous ensemble. Et celles qui ne peuvent pas partir, pour différentes raisons, sacrifient les enfants des autres et vont à leur tour récupérer des jeunes personnes fragiles pour les envoyer sur zone, et elles sont légion, plutôt des femmes que des jeunes hommes. Ce sur quoi je veux insister, c'est donc cette question de violence évidente, je crois, mais également le fait qu'il y a toujours derrière des informations majeures à chercher, à la fois du côté de la famille et des anges et de ce qui a permis l'entrée dans ces processus, parfois avec la complicité absolue des parents. Les mères de djihadistes sont très souvent ferment les yeux, pour le dire de la plus gentille façon possible, sur la violence de leurs enfants qui décapitent, etc. Mais les jeunes femmes sont d'une sauvagerie totale dès lors qu'elles reproduisent la violence qu'elles ont subie ou dont elles se croient victimes et qu'elles font subir à leur tour à des générations plus jeunes sur lesquelles elles ont un pouvoir qu'elles n'ont peut-être pas sur elles-mêmes. J'arrête ici par nécessité. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup Ariel Planex, et sans attendre, je laisse la parole à Bertrand Mazabo. Alors je suis vraiment très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'étais intervenu la première fois il y a 2 ans sur le premier mineur que j'avais jugé en tant que juge des enfants et qui avait donné un coup de machette à un professeur juif à Marseille en criant Allahu Akbar. Et donc je reviens 2 ans plus tard, mais sur les femmes. Et en même temps, ça fait 5 mois que je ne suis plus juge des enfants. Donc ça m'a demandé un certain effort de mémoire, mais la mémoire, ça aide aussi à réfléchir. Alors, moi, je n'ai pas autant de cas que Laurent Bonelli et qu'Ariel Planex. Du coup, je ne peux pas vous proposer des choses aussi systématiques, bien que ça me tente énormément. Mais j'en ai quand même jugé 6, et puis j'en ai suivi quelques-unes avec des gros dossiers. Donc tout ce que je vais vous dire est plus casuistique, et on va essayer de monter aussi en généralité. Qu'est-ce qu'on peut retenir des filles, en fait, qui se radicalisent? D'abord, c'est des adolescentes comme les garçons. Voilà. Et deuxièmement, c'est quand même des filles. Donc, la première chose, c'est des adolescentes, et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment que ce soit clair, c'est qu'elles sont prises toutes dans des problèmes de passage pubertaire au processus adolescent de séparation-individuation, et que c'est très compliqué, enfin pour beaucoup, et notamment pour elles. Et c'est là où va se jouer... pour certaines, la radicalisation. Mais alors, quand je dis que c'est aussi des filles, c'est-à-dire qu'elles ont leur manière d'être adolescentes, et on va retrouver des thématiques qui sont dans tous les dossiers, enfin ceux que j'ai vus, mariage, enfants, la question du voile, et puis un désir qui est plus féminin que masculin, à mon avis, qui est celui de la hijra, c'est-à-dire le fait de vouloir partir en terre d'islam. Parce que si les garçons ils disent très clairement qu'eux, ils veulent faire le martyr, quoi qu'il y en a qui veulent juste faire la hijra, eh bien les filles, elles n'ont pas forcément envie de mourir en martyr, mais plutôt de fonder une famille en terre autorisée dans le Dar al-Islam. Donc la hijra, l'exil, partir loin de ici, parce qu'ici, on ne peut pas vivre sur la vraie religion. Et donc, il y a ces éléments-là qui sont différents que ceux des garçons.
ou c'est quand même, pour les deux, un processus adolescent. Alors, moi je vous propose dans un premier point de voir un certain nombre de cas, ensuite de récapituler un certain nombre de problèmes de traitement judiciaire et éducatif, et puis dans un troisième temps, je vous proposerai, mais seulement pour ceux qui le veulent vraiment, de voir ce que ça pourrait être l'éternelle ironie du féminin 2500 ans après l'Antigone de Sophocle. Puisque l'éternelle ironie du féminin, c'est comme ça que Hegel, dans le chapitre 6, section 2 de la phénoménologie de l'esprit, parle d'Antigone. Et où est-ce qu'il place Antigone? Eh bien avec la terreur française, la loi du cœur, qui va lutter contre toutes les déterminations juridiques et particulières, et qui s'affranchit de toutes ces déterminations. Donc peut-être qu'on pourrait passer du complexe d'Oedipe au complexe d'Antigone. Après tout, il y a une filiation intéressante, bien que ça risque d'être un petit peu plus complexe que ça. Pour vous. Alors, le cas introductif, c'est une fille du ciel attendra dans le documentaire, pour ceux qui l'ont vu. Elle a les yeux bleus, elle a 13 ans, c'est une toute petite. Et ses yeux, ils crèvent l'écran quand on voit le documentaire. Et moi, je l'ai eu dans un dossier où elle était présentée par les parents comme victime, alors que tout le groupe de ses copines, eh bien, ils étaient en AMT, en association de malfaiteurs. Donc déjà, il y avait un certain malaise. Pourquoi il y en a une qui est victime, alors que toutes les autres, elles sont mises en examen et seront jugées coupables? Peut-être parce qu'il y en a une qui n'est pas là, qui est ailleurs, et qui va avoir une histoire comme celle-ci. Elle est partie rejoindre Daesh en laissant une lettre d'attention à ses parents, en leur disant qu'elle voulait vivre pleinement sa foi. On la retrouve plus tard sur Facebook avec sa sœur, lui disant qu'elle est à Raqqa et qu'elle s'est mariée, un mariage qui a été arrangé avec l'une de celles qui sera jugée par moi. Et puis, un peu plus tard, pas beaucoup, elle dit à sa sœur toujours, à sa mère, pardon, elle lui demande de faire des prières pour qu'elle puisse mourir en martyr. Puis les contacts s'arrêtent pendant 1 an, et d'un seul coup, on en a un peu. Et alors, elle dit qu'elle n'a plus aucun papier en son nom, qu'à son arrivée, on lui a pris toute sa carte d'identité et son passeport. Et puis après, il y aura des rendus comptes par d'autres femmes qui l'auront vue dans les maisons à Raqqa et qui témoigneront, et notamment une qui donc raconte que durant 3 semaines en octobre 2014, elle était battue par son nouveau mari et qu'elle avait vu son corps parsemé de blessures et de bleus, et puis ensuite, eh bien qu'elle sera à nouveau remariée, mais à Deir ez-Zor, donc à un autre endroit, suite à la mort de cet époux qui l'avait tapée, elle sera remariée. Et puis il n'y a plus de traces. Alors, moi, j'ai pas eu cette fille à juger, qui était victime dans le dossier, mais c'est complice en quelque sorte. Dans un dossier où Mademoiselle, on va l'appeler C, Mademoiselle C, eh bien, c'est elle qui lui a présenté le mari, mais en fait, c'était un mari qu'elle devait prendre elle d'abord. Mais bon, comme elle ne pouvait pas partir tout de suite, elle a échangé le mari. Elles se sont mariées, elle a mis en lien, et puis elles se sont mariées par Internet, comme ça se fait à chaque fois, quasiment. Et elle a continué à jouer l'entremetteuse. Alors, cette demoiselle C, elle avait que 15 ans. Sa famille, elle avait un bon niveau scolaire, les parents étaient mariés, le père était d'origine marocaine, la mère française, classe moyenne. Assez laïque dans leur conception et un peu avec l'idée, effectivement, de la réussite scolaire. Et puis, Mademoiselle C, sur les réseaux, d'un seul coup, à ses 15 ans, enfin à peu près en 6 mois, eh bien, elle va nourrir un activisme très très fort et vouloir jouer l'entremetteuse et elle-même se marier pour pouvoir partir. Et son mobile, c'est défendre les pauvres enfants qui sont tués par Bachar al-Assad en Syrie. Ça, c'est le motif humanitaire. Et ça, c'est un motif qu'on retrouve beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. Il y a peut-être une tendance davantage chez les jeunes filles
de vouloir sauver les autres. Peut-être pour se sauver elle-même, je ne sais pas, mais je ne suis pas psy, mais en tous les cas, ça, on le retrouve. Et alors, dans le cas de cette jeune fille, l'histoire, elle devient compliquée, parce que d'abord, on va la mettre sous contrôle judiciaire, et ses parents vont devenir de véritables contrôleurs judiciaires eux-mêmes. Donc à la maison, ça devient invivable. Mais comme elle est dans un processus adolescent, et en plus qu'elle est sous surveillance, eh bien, elle va tenir plusieurs discours. C'est-à-dire que, comme elle est toujours surveillée, et qu'elle aimerait bien quand même avoir une vie, eh bien, à chaque fois, elle va être tentée de reprendre contact avec la djihadosphère, enfin les autres copains djihadistes. Et à chaque fois, elle fait des allers-retours. Donc, elle va tenir au psychologue des discours comme quoi elle est déradicalisée, c'est fini pour elle. Et en même temps, elle garde des contacts. Elle essaye de garder les deux. Et les parents sont extrêmement vigilants. Donc, le contrôle est très, très accru, au point où, en réalité, ça devient assez invivable. Et du coup, elle va rencontrer à nouveau quelqu'un, elle va se marier sur Internet, elle va avoir un tuteur parce que son père est un koufar et un koufar donc n'est pas légitime à lui dire ce qu'elle doit faire. Et donc, elle a des conversations assez d'adolescente avec ce tuteur parce qu'elle se plaint qu'il ne lui réponde pas pour faire le shopping. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de la maison parce que son tuteur djihadiste lui a pas répondu pour pouvoir faire les soldes. Et donc, le contrôle monte et en sous-main, eh bien, elle, ce qu'elle veut, c'est à nouveau maintenant partir de ce carcan familial où elle mettait le voile, mais les parents ne supportaient plus le voile. Donc le voile est devenu un objet transitionnel énorme. À la fois, les éducateurs diront que c'était un doudou, mais à la fois, c'est un objet de négociation. Jusqu'où je peux être radical, en quelque sorte. Jusqu'où je peux négocier mon islam avec mes parents. Donc un grand voile, un petit voile sur les cheveux. Et à chaque fois, ça se joue comme ça. Mais c'est devenu caricatural parce qu'elle vivait à la campagne, donc elle sort dans la campagne, l'école appelle la préfecture, qui appelle le maire, enfin tout le monde s'appelle pour à chaque fois dire où est-ce qu'elle est, parce qu'elle faisait peur à tout le monde. Et donc elle va reprendre contact pour pouvoir à nouveau fuir, pour faire à nouveau sa hijra, parce qu'en fait il faut qu'elle quitte cet endroit qui est devenu extrêmement coercitif. Donc ça, c'est le premier risque sur lequel je voulais insister, c'est que effectivement, ils peuvent se mettre énormément en grand danger. On le voit, ça. Son amie, on voit le traitement qu'elle a eu. Mais de l'autre côté, la réponse judiciaire et éducative, et des fois, un contrôle et une coercition qui est telle qu'on rentre dans un risque d'escalade symétrique et qu'en réalité, l'adolescent qui est dans un processus de séparation, individuation, eh ben, en fait, n'a pas le choix pour se trouver lui-même que de s'opposer au contrôle qu'on lui donne, au discours qu'on lui donne, et en réalité, ne connaît pas autre chose comme discours et comme communauté de pairs, et risque d'y retomber pour pouvoir fuir, pour pouvoir être. Reste si tu le peux, pars s'il le faut. Et ça, c'est un vrai risque dans notre réponse à nous. Un risque qui est difficile à prendre. Je rappelle que l'article 2 de l'ordonnance de 1945, mais le discours préliminaire, implique qu'il y ait une priorité de l'éducatif à la coercition, ou que toute la coercition, en tous les cas, implique également de l'éducatif. Et ce risque-là, eh ben, on a peut-être du mal à le prendre, à le mesurer. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'on a en permanence dans la tête un attentat possible ou un départ réellement effectif. Et pour autant, quand il y a trop de contrôle, ça peut donner ça. Alors, ça, c'était cette demoiselle-là, mais j'ai une autre demoiselle en tête qui sera davantage développée par l'éducatrice qui l'a eu en charge, et donc j'en tracerai juste le propos narratif. Quand je disais qu'il y avait le voile, j'en ai un peu parlé, quand j'ai dit qu'il y avait le mariage, c'était flagrant. Cette mademoiselle M, elle va alors elle a une famille avec des défaillances, sur le papa qui est très rigide, la maman qui est assez fragile et qui n'a pas véritablement d'autorité. Mais surtout, dans son processus, d'abord, elle se monte la tête avec un groupe de filles, elles se convertissent, elles trouvent une solution là-dedans, une vérité, ça leur donne des réponses à des problèmes adolescents identitaires forts. Et puis, il y en a 3 qui décrochent, et elle va aller jusqu'au bout, et elle va, dans ce désir de faire sa hijra, parce qu'elle n'a pas du tout envie de mourir en martyr, mais dans ce désir de faire sa hijra, et bien dans le processus de la hijra, de partir en Syrie, il y a toujours le mariage. Elle ne va pas partir comme ça, elle va se marier. Et alors ce mariage se fait par téléphone portable, une fois de plus, avec un officiant qui est virtuel, une fois de plus,
Et alors, c'est assez drôle parce qu'on les voit avec des photos, des avatars, et elle, son avatar, c'était en forme de manga, une burqa complète avec une ceinture d'explosifs, qui se mariait avec également une autre sorte de manga, et tout ça est très enfantin et terrifiant à la fois, et bricolé, et pour autant ils sont mariés. Ils se rencontrent, ils s'en vont, ils ont totalement bricolé leur voyage, puisqu'ils vont se retrouver... très vite dans la campagne, dans la banlieue parisienne, ils vont marcher très longtemps, ils vont dormir sur des bancs, ils vont aller dans un hôtel, ils vont réussir à prendre un train, ils vont se retrouver à Genève. À Genève, ils vont aller dans la campagne genevoise, c'est l'été, il ne fait pas trop froid, et dans une tente, ils vont dormir quelques jours avant de trouver le moment de l'avion et que d'autres les rejoignent, et dans une tente, eh bien, ils vont concevoir un enfant. Et puis, elle est quand même prise de remords, et elle appelle sa sœur, et ils se font interpeller. Mais enfin, c'est un parcours, là, il y en a beaucoup qui ont dit également qu'il y avait une sorte de romantisme. Enfin, concrètement, là, c'est du romantisme bricolé, mais ça ressemble à ça. Et pour autant, ils se montent la tête sur le parcours les uns les autres en disant « on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout ». C'est-à-dire qu'il y avait une troisième avec eux, et elle renonce, et alors là, elle n'arrête pas de lui dire « oui, elle veut faire ce qu'ils appellent des rappels, mais alors, du coup, tu ne vas pas jusqu'au bout, tu es une mécréante, etc. etc. » Donc, ils se tiennent les uns les autres dans ce principe de faire toujours plus, d'être toujours plus pur, même si, comme le disait Ariel, ils sont mauvais au départ. En revanche, il y a un processus où il faut toujours être plus pur. Et donc, ils se tiennent là-dedans et ils vont jusqu'à concevoir un enfant. Donc là, on a quelqu'un qui est marié et quelqu'un qui a un enfant. Donc le suivi éducatif, il devient très compliqué. Et alors, l'éducatrice qui a suivi vous le développera davantage, mais l'un des autres enjeux que je voulais signaler, c'est que le mariage, c'est pas rien, parce que le mariage, c'est un lien, c'est une alliance. Et en termes juridiques, dans ce dossier, on avait comme élément de l'association de malfaiteurs le fait de se marier. L'association de malfaiteurs, je rappelle, ça commence à 2. C'est une entente préalable. Ben là, il y en a une, clairement. Mais le mariage en soi, c'est quand même pas censé être une association de malfaiteurs à chaque fois. Sauf que là, comme effectivement ils se marient dans un processus pour aller rejoindre la Syrie, c'est fichu. Donc il y a une sorte de mise en abîme avec l'élément du mariage, très spécifiquement féminin, sur l'association de malfaiteurs. Parce que c'est un élément où, à 2, ils vont faire le parcours pour rejoindre la Syrie, et ils s'allient. Et ça suffit. Au demeurant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2016, où il dit pas besoin de savoir véritablement ce que veut faire l'organisme terroriste à partir du moment où on sait que c'est une organisation terroriste. Peu importe si vous avez envie de donner du soutien à un meurtre, à une séquestration, à des incendies explosifs, etc. Le principal, c'est de savoir que vous y participez. Donc en fait, quand on se marie avec un djihadiste et qu'on le sait, c'est fini. On est dans l'association de malfaiteurs. Donc le mariage, c'est dangereux. Mais par ailleurs, quand on fait un enfant, ce l'est beaucoup plus, parce que cette jeune demoiselle a d'abord été dans un CEF, et ensuite elle est sortie du CEF, mais pour être prise dans un foyer maternel, sans que l'aide sociale à l'enfance n'ait peur, ça a été un combat dont je laisserai donc ma voisine vous raconter le combat. Parce que là, les institutions, elles sont prises en miroir de la peur. Donc j'ai dit premier risque, escalade symétrique, où on augmente le contrôle, et en fait, il n'y a pas d'autre solution qu'en un adolescent de fuir ailleurs, et donc de recommencer. Deuxième risque, la peur et les institutions qui se rejettent, passez-moi le jeu de mots, puisque là c'était le cas, le bébé. Troisième cas, c'est une que j'ai suivie plutôt en post-sententiel, et où ma collègue qui est là a eu le bonheur d'en hériter. Alors, je suis un peu... Vraiment, ça ne me plaît pas du tout ce qu'elle vient de me dire, parce que je croyais avoir fait du bon travail, et c'est là où on voit quand même les limites de l'institution, ou peut-être que j'ai mal pensé, mais apparemment, ça va de mal en pire depuis que je suis intervenu. Donc, c'est d'abord une demoiselle qui a pris une peine énorme. Alors ça, c'est le troisième élément, ce que je voulais souligner, c'est qu'on met des peines qui sont hallucinantes. On met des peines de 3 ans de sursis mis à l'épreuve avec 2 ans de ferme, etc., etc. Enfin, c'est des peines pour un adolescent qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Donc je ne sais pas, entre le pré-sententiel, contrôle judiciaire, détention, PSE, ou assignation, et le post-sententiel, sur un temps adolescent. 5 ans, sans compter le figette. C'est beaucoup comme période où on va lui rappeler en permanence son étiquetage, comme quoi il est terroriste. Mais si tu es terroriste,
Mais si, non mais je suis passé à autre chose. Mais quand même, revenons quand même aux faits, etc. etc. Alors qu'elles n'ont pas franchement compris tout à fait ce qu'on leur reprochait, parce que quand on veut faire de l'humanitaire pour sauver des enfants, qu'on veut se marier, avoir soi-même des enfants et fonder enfin un vrai foyer, on ne va pas bien l'infraction, en fait. Donc là, c'est compliqué de leur rappeler pendant 5 ans le côté étiquetage terroriste. Mais alors là, celle dont je parle, elle voulait quand même faire un attentat, elle était allée assez loin dans le processus, parce qu'elle ne pouvait pas partir en Syrie. Donc ça, elles veulent faire des attentats en France qu'elles ne peuvent pas partir en Syrie. Et là-dessus, elle a fait un peu de détention, elle a fait de l'apologie, donc elle a repris des peines. Et puis, elle était sous bracelet électronique, elle arrive à l'audience, et il a fallu la remettre sous bracelet électronique, parce qu'en peine ferme, elle est 14 mois encore, et puis en plus, elle a un SME de 3 ans, en plus. C'est-à-dire que comme le SME est suspendu pendant l'incarcération, elle, c'est pas fini, hein. Rassurez-vous, comme elle devient à nouveau un peu dangereuse, elle est sous main de justice. Mais le bracelet électronique, pour une adolescente, aura duré presque 2 ans. Ce qui veut dire que quand on sait que au-delà de 3 mois, c'est difficile pour un adulte de le tenir, on lui a demandé quand même quelque chose qui est assez héroïque. Et elle l'a, bon an, mal an, tenu. Alors le problème, c'est toute l'ambiguïté, c'est que en fait, le bracelet, elle, ça l'a tenu aussi, psychiquement. Ça lui donnait des horaires, ça lui donnait un cadre très contraignant qu'elle avait intégré. Donc les choses sont beaucoup plus équivoques. Et cette demoiselle, eh bien moi, la première fois que je l'ai vue à l'audience, elle était en mini-jupe avec du rouge à lèvres partout. C'était fini, Daesh. Et puis au fur et à mesure que ça avançait, elle approchait de ses 18 ans, et d'une part, j'ai appris par le parquet et la DGSI qu'elle avait repris contact avec d'autres copines qui voulaient aller en Syrie. Et donc ça, c'est pas terrible. Donc il a fallu que je fasse une audience de recadrage. Et deuxièmement, qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui, lui, s'amusait dans le même foyer où elle était en bracelet électronique à dessiner des drapeaux de Daesh sur les gobelets. Donc c'était pas terrible non plus. Et elle attendait que son PSE s'arrête, et puis après, ben voilà, c'est fini, le SME. J'avais beau lui répéter que ça continuerait, à mon avis, elle n'est pas bien intégrée, parce que c'est long quand même, et elle en avait marre de tout ça. Et donc, elle attendait ses 18 ans, et là, il n'y avait pas de solution. Donc, on a dû bricoler avec l'article 132, 45, 22, et rechanger les obligations du SME pour permettre de continuer à la suivre véritablement de manière contraignante au-delà du bracelet pour pas qu'elle se mette à nouveau en danger. Et là, j'apprends que d'une part, elle continue donc à mettre un peu plus le voile qu'avant encore. Ça, à la rigueur, c'est son problème si ça la tient. Mais deuxièmement, qu'elle est quand même très en lien avec son petit copain qui décide des drapeaux de Daesh au foyer et qu'elle est maintenant enceinte. Alors, les filles, voilà, l'éternelle ironie du féminin, le mariage, c'est une alliance. L'enfant, c'est aussi refaire une famille et, on l'a entendu avant, restaurer narcissiquement des failles. Le voile, c'est véritablement un problème de la sexualité et du corps. Sans reprendre les études que j'ai pu lire, c'est assez constant, cette idée-là. Alors, il a beaucoup de fonctions. Hein. Par exemple, Mademoiselle C, c'était l'objet de négociations transitionnelles avec ses parents. Mais sur 2 ou 3 autres que j'ai pu voir, c'était assez flagrant que c'était une question de sexualité avec les garçons, une sexualité assez indéterminée, des familles déliées. Quand est-ce que je peux dire oui, quand est-ce que je peux dire non? Bon, ben, au moins là, les choses sont très claires. Il y a un cadre dans lequel c'est permis, un cadre dans lequel c'est pas permis, et puis ça permet effectivement de unifier tout ça et de poser un cadre clair dans une société qui est peut-être vécue sur l'indétermination des liens, sur le fait qu'ils sont révocables ad nutum et qui sont basés beaucoup plus sur la volonté. Donc, une part, le mariage, parce que c'est un cadre, et c'est le mariage musulman avec des obligations, donc là c'est déterminé, c'est fiable, avec un homme djihadiste, viril, parce que lui, au moins, il tiendra ses promesses, et je sais à quoi m'attendre dans l'imaginaire. Je vais fonder une famille qui, au moins, a des valeurs et de l'honneur, et qui est sous le regard de Dieu, par rapport aux familles, peut-être avec les carences éducatives, ou avec des liens isolés, dans lesquelles eh bien, ces adolescentes viennent. Et donc, au fur et à mesure, sur chacun de ces éléments-là, eh bien, elles vont vouloir mettre de la détermination forte au regard d'une indétermination forte aussi d'où elles viennent. Alors, je vous avais dit que je parlais de l'éternelle ironie du féminin, et je vous ai dit,
pour conclure donc, du complexe d'Œdipe au complexe d'Antigone. Oedipe, ça se rejoue à l'adolescence. Quand on est, vous le savez, l'adolescence, c'est la fin de la néothénie. L'enfant, c'est plus binaire, garçon, fille. C'est une fille qui peut investir sexuellement son père. C'est un garçon qui peut investir sexuellement sa mère. Et donc, il va devoir différer son désir sur d'autres personnes. Sauf qu'il y a une injonction tout à fait paradoxale, qui est que c'est tout de suite, mais pas encore. Et il faut du temps dans le processus adolescent pour pouvoir rêver, pour pouvoir différer, pour pouvoir investir d'autres objets, pour pouvoir savoir qui on va être, si un jour on sait qui on est, alors que justement on nous demande de ne pas être comme ses parents nécessairement, et d'être soi, sans savoir d'où on vient forcément, notamment dans ces cas-là. Eh bien là il y a une réponse. Mais ça c'est le jeu du complexe d'Oedipe. Alors pourquoi au complexe d'Antigone? Parce qu'Antigone, vous savez, c'est la fille incestueuse d'Oedipe. Antigone, en grec, c'est quand même celle qui est contre la génération. On ne peut pas s'allier avec Antigone. C'est celle qui défait tous les liens. C'est son nom même. Elle est incestueuse avec ses frères, dont elle est le porte-parole. Dans les 7 contre Thèbes, on les voit, les 2 frères, s'affronter. Incestueux. Et elle, aux limites de la cité, elle va aller dehors les limites de la cité pour pouvoir porter le rite funéraire à son frère incestueux contre le nomos de Créon, ou un peu plus tard la grapta nomisma de Créon. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'on a l'habitude de voir Antigone sous les oripeaux, sous la lecture de Hanouille comme une rebelle. Il y a de ça. On pourrait se poser la question, contre quoi se rebelle-t-elle? Mais je vous invite à retourner vraiment à Sophocle. Créon, il est dit Upsipolis, au-dessus de la cité, c'est un tyran. Antigone, elle est dit Apolis, elle est en dehors de la cité. Et elle l'est à cause de Créon. Ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est qu'ils sont en symétrie l'un l'autre. Et d'où recèle l'élément tragique, c'est qu'elle a une injonction paradoxale à résoudre, comme nos adolescentes. Et donc, je vous invite à penser l'adolescence comme le moment éthique de la vie. Ce moment où on doit résoudre des problèmes d'injonction paradoxale. Et quand on n'est pas armé pour les résoudre, et quand on n'est pas capable de différer, alors on va forcément obtenir une posture tragique qui est radicale. Et maintenant, pourquoi alors l'éternelle ironie du féminin? Eh bien, parce que Antigone, c'est une figure grecque qui invite à penser notre démocratie à l'inverse peut-être de la figure grecque. Et nos adolescentes, elles collent bien avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la figure de la nuit. C'est la figure de l'immémorial. C'est la figure du privé. Elle va défendre la loi familiale, qui sera plus sacrée que la loi publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace public qui ne se construit sans une nuit, sans un impensé, sans lequel, eh bien, il va prendre substance, dans laquelle il va pouvoir s'éclairer, s'argumenter. Donc, je vous le laisse comme cela. Quelle est la nuit de la démocratie que nous proposent ces filles qui se radicalisent? Quel est l'impensé de l'éducation qu'on donne à de jeunes adolescentes pour qu'elles aillent trouver cette solution à leurs problèmes d'individualisation? Quelles sont donc ensuite les solutions qu'on peut leur proposer, si ce n'est, dans notre société, toujours de l'indétermination, là où elles sont en demande de détermination? Et que peut faire la justice des mineurs là-dedans? Garder de la mesure, éviter trop de contrôle, et prendre acte que ce sont d'abord des adolescentes avant que ce sont des terroristes. Voilà, je vous remercie.